Des paroles fortes, des témoignages poignants sur ce combat de tous les jours mené, vous l'avez vu, avec courage et dignité. Jean-Pierre Boudard, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous raconter comment aujourd'hui vous tendez la main à ceux qui sont en grande précarité en leur procurant un toit. Mais d'abord, cette vie de pauvreté, vous l'avez connue ? Oui, je l'ai connue quand j'avais en bas âge, entre 5 et 13 ans. Mais je l'ai vraiment connue quand je me suis retrouvé à la rue, quand j'avais 17 ans. Et c'est quoi l'accident de la vie qui vous a conduit à vivre dans la rue ? Alors, une famille déchirée, forcément, beaucoup de violence, une maman qui s'est suicidée, des frères et sœurs, on a tous été placés à une certaine époque de notre vie, et on a été surtout séparés. Donc, vous avez fugué ? Non, pas spécialement fugué, je me suis retrouvé dans des foyers. Oui. À un moment, je me suis retrouvé dans un foyer qui s'appelait le foyer de mes cordonniers. J'avais 13 ans et demi à ce moment-là. Et je suis arrivé dans ce foyer, c'était fin juin. Il n'y avait que des jeunes de 20 ans, 21 ans, parce qu'à l'époque, c'était la majorité à 21 ans. Et le directeur qui s'appelait, et sa femme s'appelait Monsieur et Madame Cortil, étaient des gens super sympas. Et quand je suis arrivé dans ce foyer, il y avait 60 jeunes. Et je suis parti en vacances 2 mois. C'était la première fois que je partais en vacances. Et quand je suis rentré, j'étais tellement bien avec ces gens-là, avec le directeur et sa femme. Puis ils m'avaient pris sous leur aile, parce que j'étais le petit jeune. Et que l'erreur un peu de ma vie quelque part, c'est que j'ai demandé à rester dans le foyer. Donc ils ont tout fait pour avoir une dérogation et j'ai commencé à travailler. D'accord. Et là j'ai fait des boulots assez compliqués, difficiles. J'ai été manœuvre, j'ai été charbonnier, j'ai été pâtissier. Je suis allé travailler chez Peugeot, c'est à Sochaux, où j'ai travaillé comme manœuvre, je faisais les 3-8. Et j'étais dans des baraquements avec des Portugais, des Italiens, des Arabes. Toutes les races, et on dormait à 10, 15 dans des endroits. Et là, j'ai beaucoup travaillé de la tête. Et puis je suis resté 6 mois. Et ensuite, je me suis retrouvé au foyer. Ils m'ont autorisé à partir. J'ai quitté le foyer et je faisais partie d'un service de suite. C'est-à-dire que j'avais une chambre et j'avais un éducateur qui me suivait à peu près tous les 2 mois. J'ai réussi à avoir mon argent. J'avais une caisse d'épargne. Parce que quand j'étais au foyer, je ne touchais jamais mon salaire. Et quand j'ai eu tout mon argent, j'ai dépensé, je me suis acheté des fringues, je suis allé en boîte de nuit, j'ai vécu, et je me suis retrouvé sans rien. Je suis plus allé on me réveillait plus naturellement. Parce qu'au foyer, on vous réveille, on vous donne à manger, votre linge est lavé, ainsi de suite. Et là, je me suis retrouvé livré à moi-même. Et là, pendant 8-9 mois, j'ai erré dans les rues. Dans la rue, et puis il y a une rencontre qui va fantastique. tout changer. On va vous tendre la main. Une rencontre extraordinaire, c'est 3 personnes. C'est 2 étudiants en médecine et un étudiant en architecture. Et je me suis retrouvé dans un bistrot, j'étais très fatigué, il était 7h du matin. Et je me suis assoupi parce que je connaissais le barman, il me laissait rentrer. Et quand je me suis réveillé, il y avait ces 3 personnes et on a discuté pendant 2 heures. Ils m'ont fait un petit déjeuner. Et au bout de 2 heures, ils m'ont dit, si tu veux, tu peux venir dormir chez nous ce soir. Une nuit. On habite rue Nicolas Leblanc à Lille. C'était le 3e étage. Je suis allé sonner à 20h30 le soir. Claire m'a ouvert la porte, je suis monté. Super appartement. Une chambre, un petit chauffage, une douche, un repas, une discussion. Je suis resté 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, 5 ans. Voilà. Et aujourd'hui, ce sont toujours mes amis, et surtout Hugues de Wavrin. Vous êtes le parrain d'un des enfants. Mon meilleur ami et mon frère, je dirais. Et je suis le parrain de son fils. Alors, un toit au-dessus de la tête, des nouvelles rencontres. Vous avez renoué donc avec le monde du travail, enchaîné des petits boulots jusqu'à la rencontre avec votre épouse, grâce à laquelle vous êtes devenu agent immobilier. Et donc aujourd'hui, vous venez en aide à ceux qui ont besoin d'un toit. Est-ce que ça a été une évidence immédiate d'aller tendre la main ? Pour être honnête, pas tout de suite. Vous avez un peu flambé à un moment, vous avez un peu... Quand j'ai commencé à gagner de l'argent, forcément, puis j'ai eu une femme extraordinaire qui m'a chouchouté, je dirais, qui sentait bien que je venais d'un monde différent du sien. Et puis voilà, forcément, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'avais des envies. Je m'achetais des costumes, des chaussures, j'allais à New York, j'allais à Paris, voilà, j'avais envie de vivre, j'ai grossi, la totale. J'ai bien vécu, jusqu'au jour où j'ai acheté une première agence et une deuxième qui se trouve à Lambersart. Et dans cette agence-là, dans l'immeuble que j'ai racheté, avec mon épouse, il y avait pratiquement 10 personnes qui étaient là, mais c'était franchement insalubre. Et puis on a réfléchi avec mon épouse, on dit qu'est-ce qu'on fait ? On crée une agence en bas, qu'est-ce qu'on fait avec cet immeuble-là ? Et puis on a décidé de le garder, et je l'ai rénové. Je l'ai rénové, j'ai mis des doubles vitrages, des petites cuisines équipées, des douches sur les communs, toilettes, et surtout des règles de vie.
Parce que ça, c'est hyper important. Respecter les autres, respecter les gens. locaux. Ah ouais, sinon c'est une catastrophe. Hein. Alors concrètement, vous leur venez en aide comment? Ça leur coûte quoi? Ça se passe comment? Il y a très peu de propriétaires qui veulent loger cette population-là. Oui. Ce qui est vrai, je m'en suis encore aperçu avant-hier. Avant-hier, j'ai logé un monsieur qui a 40 ans, qui travaille, qui a subi un divorce et qui n'a plus de logement. Donc il y a une association qui m'a appelé, je l'ai rencontré, et le jour même, je lui ai donné le logement. Il travaille, il gagne 1500 € par mois quand même. Hein. C'est ça qui est triste. Bien sûr. Et personne ne lui fait confiance. Moi, je lui tends la main, on verra bien ce que ça donnera par la suite. Hein. Donc c'est des gens qui viennent en général par des associations? Souvent, alors je travaille beaucoup avec le collectif SDF, avec Gilbert Pento, qui est un ancien... c'est lui qui a créé le collectif SDF, qui est un mec super bien. Et souvent, c'est lui on communique, et souvent, il me présente des gens. Donc, je les reçois, je discute 1 heure ou 2 avec eux. Je n'ai pas le droit à l'erreur, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si je tombe sur des gens qui ont des addictions à l'alcool ou autre, c'est catastrophique. Parce que j'ai 10 personnes à chaque fois dans les immeubles. Ah oui, il faut un bon climat général. Un climat général, un respect, une propreté. Il y a quelqu'un qui fait le ménage. Hein. C'est-à-dire que j'ai une personne qui vit là, qui paye son loyer chez moi, et je lui déduis une certaine somme de son loyer, et lui, il fait le ménage dans le... D'accord. Il se responsabilise, à vrai dire. Bien sûr. Et donc, ça leur coûte quand même un petit peu pour qu'ils payent 85 € à 90 € par mois. D'accord. Et en moyenne, il reste combien de temps? Malheureusement, trop longtemps. Ouais. Là, j'en ai qui sont là depuis 15-16 ans. Et il y en a beaucoup qui ont repris pied grâce à vous, retrouvé du travail? Honnêtement, très peu. Oui. J'en connais 3 au jour d'aujourd'hui, dont un qui est superbe et qui s'appelle Christophe Échivard, je peux citer son nom parce qu'il me l'a autorisé, qui était fils de médecin et qui a subi des choses dans sa famille. Il a été marié, il a eu un enfant, il a tout perdu, il est devenu alcoolique. Et aujourd'hui, il s'en est super bien sorti. D'accord. Il a fait des cures, il travaille. Et c'est devenu un mec, en plus un mec intelligent. Donc, puis il y en a qui sont là, qui sont super sympas. Bien sûr. Et la question que je me pose, c'est pourquoi ils sont encore là? Mais le problème de ces gens-là qui cherchent un logement, le logement, c'est pas le plus compliqué quelque part. Donner de la nourriture, c'est pas le plus compliqué non plus. Moi, je me bats pour qu'on puisse créer des cellules psychologiques et psychiatriques. Parce que quand vous êtes dans la rue, on a besoin de chaud, mais on a surtout besoin de réconfort. Et qu'on puisse s'exprimer. Bien sûr, et d'écoute. Ce qu'on va voir avec tous nos invités. Claire Hédon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du mouvement ATD Caramonde. Depuis 60 ans, ce mouvement lutte contre la pauvreté. Donc ce soir, on met en avant des initiatives avec nos invités, tous ceux qui viennent en aide aux plus démunis. C'est important de ne pas laisser ça qu'aux politiques. Alors c'est très important que la société se bouge. D'abord, j'ai trouvé vraiment que votre documentaire était passionnant parce qu'il montrait des personnes qui se battent. On a toujours une image assez négative des personnes qui vivent dans la pauvreté. On sait tout ce qu'on peut dire sur l'assistanat. On leur colle d'ailleurs une image pas digne. Et qui n'est pas la réalité. Et là, oui. on a bien vu à quel point toutes ces personnes se battent, l'énergie qu'elles mettent à s'en sortir. Donc ça, je trouvais que c'était le premier point très positif. Après, effectivement, la solidarité, il faut des lois. Il faut que des lois changent pour qu'on lutte efficacement contre la pauvreté. Mais c'est pas le gouvernement et l'État qui pourra tout faire. La société a un rôle à jouer de façon individuelle. On a chacun un rôle à jouer. Et vous avez insisté sur quelque chose de très important, c'est la question aussi du temps. Et on comprend bien qu'il faut, quand on a vécu des choses très difficiles, qu'il faut du temps pour se reconstruire et qu'il faut du temps pour retrouver du travail, aller de nouveau bien, être soutenu. Et ce temps-là est absolument indispensable. Et vous l'avez dit. La main tendue, c'est hyper important. Et ensuite, le suivi psychologique, c'est plus qu'important. Parce que moi, j'ai fait 10 ans de psychanalyse. Hein. Donc, si vous ne faites pas un travail, s'il n'y a pas des gens compétents qui sont là pour vous ouvrir, pour vous changer votre cerveau, parce que quand vous subissez un divorce, ou quelle que soit une faillite ou autre, vous pouvez sombrer très rapidement. Ouais, c'est un ensemble de choses. Et vous l'avez bien dit, pour vous, les mains tendues, c'est ce qui vous a... Mais en même temps, il faut aussi que le regard de la société change. C'est absolument indispensable. Parce qu'on les enfonce. Et d'ailleurs, très honnêtement, je pense que les politiques, et entre autres notre gouvernement actuel, bougeraient plus et seraient peut-être plus efficaces dans les politiques de lutte contre la pauvreté s'ils sentaient qu'il avait la société derrière lui. On a à la fois des magnifiques exemples de solidarité dans la société, mais peut-être pas suffisamment répandus ou encore une société réticente. Et il faut convaincre autour de soi qu'on a tous intérêt, qu'on vivrait mieux dans une société sans pauvreté, ce qui est possible. Oui, mais on a l'impression qu'on ne les encourage pas à se sortir de là. Quand on leur colle comme image, c'est de votre faute, en gros, d'être pauvre. Ah oui. C'est impressionnant, ce côté très culpabilisant, alors qu'on voit bien dans ce que vous racontez que c'est la vie qui a été dure avec ces personnes, et on leur renvoie toujours, finalement, qu'est-ce que vous avez raté dans votre vie pour être dans cette situation-là. Et jamais la société se dit... Oui, c'est ça. Et en l'occurrence, c'est la société qui est responsable de cette situation. Et on a toujours tendance à vouloir les culpabiliser, et c'est important de sortir de ce regard négatif sur les personnes. On va revoir un témoignage
très douloureux du documentaire, c'est celui de Mathéo, il a 12 ans, écoutez-le. Un jour, j'avais tellement faim que maman m'a donné son assiette, mais j'ai pas voulu. Et on a partagé notre assiette, mais j'avais mal au cœur, parce que maman elle se privait de manger pour nous et c'est ça qui me gêne un peu. Moi, j'en parle pas parce que je pense à... J'aime pas en parler. Je sais pas, je crois pas. Là, il y a pas longtemps, j'ai eu un peu d'argent. Du coup, je me suis payé la cantine parce que déjà, je peux rester un peu plus avec mes copains. C'est combien la cantine? 3,70 €. Tu peux pas manger tous les jours à la cantine? Bah non, parce que ça fera beaucoup plus cher, quoi. Alors, on estime que 40 000 enfants en France ne prennent pas 3 repas par jour. Jean-Loup Lemaire, bonsoir. Bonsoir. Vous avez fondé en 2010 l'association La Tente des Glaneurs, une association qui récupère les invendus à la fin des marchés pour les redistribuer gratuitement. On va parler de cette association, mais entendre un enfant comme ça parler, alors là, quand on parle de dignité, il en est quand même bourré cet enfant, mais c'est insupportable d'entendre un enfant comme ça. Effectivement, c'est complètement insupportable, cette perte de dignité. Ce qui est beau aussi, c'est de voir comment on peut réussir à s'en sortir avec cette volonté. Ça, c'est important, c'est ce que vous disiez, c'est ce qu'on dit tous autour de ce plateau, c'est qu'effectivement, on peut être dans une situation précaire, insupportable, instable, dramatique, mais il reste quand même sur la force de l'humain, c'est de pouvoir cette faculté à rebondir et surtout à s'enrichir de ce qu'il a vécu et de travailler là-dessus. C'est pour ça que j'ai fondé cette Tente des Glaneurs. Parce qu'effectivement, on a bien compris l'histoire de Jean-Pierre Boudard. Votre histoire, elle part quand même aussi d'une enfance au départ pas simple, puisque vous avez été adopté, Tout à fait. mais donc accueilli. Et ensuite, avant que vous ne créiez ça, vous avez en permanence été bénévole, vous avez en permanence participé à des associations pour aider les autres. En fait, j'ai toujours gardé ce lien, parce que j'avais eu le luxe d'avoir été adopté. Oui, vous le prenez du côté positif. Voilà, et je me suis dit, plutôt que de me mettre sur ma situation et puis de faire pleurer les chaumières, je vais peut-être profiter de ce choc, parce que c'est un choc qui est important, et le transformer, en fait, comme dans un match de rugby, le transformer, le laisser, et de pouvoir sortir la chose positive. Moi, je suis un ancien cuisinier gastronomique. Mon plaisir à moi, c'est de donner à manger. C'est mon grand kiff. Donc, j'ai fait la cuisine gastronomique, j'ai parcouru la France, l'Europe. Et un jour, je me suis dit, plutôt que de donner à manger aux riches, si je donnais richement à manger. Ça, c'est joli. Et en fait, c'est en vous promenant sur le marché de Lille que vous avez vu effectivement tous les invendus qu'il y avait et le fait qu'effectivement les gens faisaient les poubelles à la fin du marché, ce qui vous a quand même interpellé. Moi, je me suis dit, c'est terrible. Je suis bénévole depuis un certain nombre d'années au sein des Restaurants du Cœur, donc je connais cette problématique, effectivement, de cette population qui traverse une précarité alimentaire. Et malheureusement, il faut savoir que sur le territoire, on a des gens qui sont passés à travers les mailles du filet de cette précarité alimentaire. Pourquoi ? Parce que soit ils ne rentrent pas dans ces institutions via les barèmes, qui sont quand même relativement difficiles. On ne peut pas demander à une association, effectivement, de pouvoir répondre à la précarité alimentaire. Donc on essaye de distribuer entre les associations, que ce soit les Restaurants du Cœur, la Banque alimentaire, le Secours populaire, il y en a plein. On essaie de répondre à ça, et puis on dit qu'avec ces barèmes, on va les faire rentrer. On imagine qu'il y a certains qui ont honte aussi. Mais on a oublié deux parties de la population, ceux qui ne rentrent pas dans ces barèmes et ceux qui ont honte. C'est pas facile de voir se présenter à un guichet devant une personne et de dire: regardez, je vous amène un justificatif de ma précarité. Oui, je suis effectivement pauvre. Oui, effectivement, j'ai faim. Moi, quand j'ai créé la Tente des Glaneurs, j'ai cassé tous ces codes. Je me suis dit, on va voir ça autrement. Je suis sur un retour à la dignité. Dans mon quartier de Oisem, qui est un quartier lillois de 28 000 habitants, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui allaient dans les poubelles. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens qui vont dans les poubelles? Qu'est-ce qu'ils trouvent? Je me suis inquiété, j'ai découvert qu'il y avait une grande population sur les marchés de France qui allait glaner. Oui. On a les friganes, les déchetariens qui vont glaner par idéologie. On a ceux qui vont glaner par souci économique, qui vont dire pourquoi l'acheter alors que je pourrais trouver gratos en faisant les poubelles. Et ceux qui glanent par nécessité. Alors comment ça fonctionne concrètement? Comment ça fonctionne? En fait, on implante une tente des glaneurs sur les bords d'un marché, très discrètement, pour ne pas stigmatiser la population. On va opérer toute une journée avec d'abord une première installation de la structure. C'est pour ça qu'on l'appelle la tente des glaneurs, parce que c'est une tente qu'on monte en situation. Le retour à la dignité, c'est d'abord sortir les gens des poubelles et surtout les remettre dans un contexte. Ils se lèvent le matin, ils vont faire leurs courses. Même s'il n'y a pas d'argent, voilà, ils se rhabillent, ils se lavent, ils se coiffent, les femmes se maquillent. Nous, avec nos équipes de collaborateurs bénévoles, on va aller glaner sur les marchés. On va récupérer des fruits, des légumes, du pain et des fleurs. On va le trier sous une tente et ensuite on va le redistribuer en dehors des périodes de vente. Alors qui vient vous voir? Alors on a une population qui est importante. On a, sur toutes les tentes de France, se mesure 3/5 d'étudiants.
Oui. On a beaucoup de boursiers, beaucoup de colocations. D'accord. On a 1/5 de retraités. On a les deux extrêmes de la société. Oui. En fait, on commence sa vie par mendier pour manger et on la termine ainsi. Et au milieu, on a tous les chaos, tous les chocs, que ce soit des personnes déplacées, les sorties de prison, parce qu'on n'a pas prévu quelque chose pour eux non plus. On a des salariés pauvres, qui vivent dans leur bagnole aussi. Ce sont des salariés, une fois qu'ils ont réglé toutes leurs factures, ils n'ont plus rien. Et ça crée même un lien. Vous disiez que les gens viennent même un peu avant pour pouvoir du coup discuter. Enfin, il y a quelque chose de nouveau qui se crée. Ce qui est important, c'est que c'est un relais social maquillé. Effectivement, à la tente des glaneurs, on n'a pas de fichier, on n'a pas de listing, on s'est fait... Vous ne demandez pas de certificat de précarité, vous ne demandez pas de revenus, vous ne demandez rien. Ce qui est important, c'est de reprendre cette valeur et de retrouver sa dignité et la valeur. Moi, je leur ai dit, voilà, je suis en dehors des Restos du Cœur, je suis en plus. Les gens qui viennent chez moi sous les tentes des glaneurs, ce sont des gens qui n'auraient pas eu accès à d'autres associations. C'est pas une tente de bobos où on vient parce que c'est cool de lutter contre le développement, contre le gaspillage. Non, non, pas du tout. C'est un relais d'urgence, effectivement, qui est aujourd'hui sympathique, qui est bienveillant. Pourquoi ? Parce qu'on l'a ouvert énormément à nos personnes accueillies. On ne parle pas de bénéficiaires ici, mais de personnes accueillies. Je ne parle pas non plus de bénévoles, mais de collaborateurs bénévoles. Et ça crée un esprit de famille, où c'est une communauté, à chaque fois où on est implanté dans les villes, où cette communauté, en fait, on va réussir à donner à manger des produits frais. Et d'emblée, ça a été bien accueilli par ceux à qui vous alliez demander justement ces produits ou pas ? Alors d'abord, c'était un petit peu compliqué parce qu'on a dit mais c'est qui ce loustic qui vient ? Il va nous monter un marché parallèle et les gens, les petits malins, ils vont aller chez lui pour manger à l'œil. Ben non, les gens qui sont dans cette situation sont pas nombreux. Et de toute façon, ils n'auraient pas acheté chez le marchand. Et j'ai dit aux marchands de marché, avec moi, vous allez gagner de l'argent. Vous allez gagner 3 fois de l'argent. Une fois parce que je vais vous baptiser comme commerçant fournisseur solidaire. Une deuxième fois, parce qu'en fait, on va diminuer la taxe sur le déchet, parce qu'on fait de la valorisation de futurs déchets. Et une troisième fois, parce qu'on fait de la survente. La survente, c'est en fait le fait d'acheter un produit qu'on n'aurait pas consommé. On a eu la quête des Restaurants du Cœur dernièrement. On achète un produit en grande surface qu'on donne à une association. Ben là, on peut aussi acheter sur les marchés des produits qu'on va donner à l'association. Donc le commerçant, il diminue sa taxe sur le déchet, il devient acteur solidaire et social, et en plus, il fait du business, donc... Tout est bon. C'est les 3 effets qui se coulent. Claire Hédon, il y a 3 millions d'enfants pauvres en France. S'attaquer à la pauvreté par ce versant-là, par le versant des enfants, c'est ce que Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait faire. C'est ça qu'il faut faire ? C'est en tout cas une très bonne idée, parce que partir des enfants, ça va pouvoir... L'enfant, il n'est pas une entité tout seul, il est dans sa famille. On va pouvoir travailler sur l'ensemble des droits. Parce que qu'est-ce que c'est être dans la pauvreté ? C'est de ne pas avoir accès aux mêmes droits que vous et moi. Il y a la question du logement qui va forcément se poser si on veut lutter contre la pauvreté des enfants. Il faut que les parents aient un logement correct. On va se poser la question de l'accès aux soins, de l'accès à une éducation de qualité, de l'accès au travail pour les parents, de revenus décents, de l'accès à la culture. Donc ça permet de travailler sur l'ensemble de l'accès aux droits et ces droits sont indivisibles. C'est-à-dire que, et ça c'est un des grands problèmes actuels, c'est qu'on est dans des politiques de lutte contre la pauvreté qui vont s'attaquer d'un côté au logement, de l'autre à l'école, mais jamais l'ensemble en même temps. Et on y arrivera que si on travaille sur l'ensemble. Et vous avez raison, ce petit garçon, il n'y a pas de quoi se nourrir. Quand la famille est au RSA, il y a des études qui ont été faites, il reste 60 € pour se nourrir par mois. C'est moins de 2 € par jour. Comment voulez-vous vous nourrir de façon correcte et équilibrée ? Il y en a un autre dans le documentaire qui dit j'ai appris à acheter que des choses qui nourrissent. Vous savez eh ben oui, on comprend parce que quand on n'a pas ce qu'il faut, oui, c'est ça, Stéphane, qui se nourrit du coup patrie parce qu'il faut rentabiliser. Et puis d'autres dans le documentaire qui dit mais je suis devenue une vraie comptable, j'ai tellement peu pour vivre. Donc il y a quand même une question qui se pose sur la question des minima sociaux. On est sur des minima sociaux, le RSA, qui ne permettent pas de vivre correctement parce que c'est 520 € ou même 540 le RSA. Mais quand on enlève l'aide pour le logement, il y a une des femmes qui le dit, c'est 460 €. On ne peut pas vivre dignement. Et les personnes, elles ont envie d'aller dans un supermarché comme vous et moi. Elles ont, ceci dit, l'histoire de la récupération, elles sont de plus en plus tentées parce qu'il y a des jeunes qui font de la récup et ça devient noble de faire de la récupération. Mais elles ont envie d'aller dans des supermarchés. Cette maman, la petite maman, la maman du petit Mathéo, qui, sur les fournitures scolaires, il peut pas choisir, le gamin. Il y a ce moment touchant, la trousse, elle lui convient pas. Et ben oui, elle avait envie de pouvoir aller dans un supermarché comme tout le monde, acheter ses fournitures. Comment on peut pas être dans une société où les gens peuvent se nourrir normalement, aller au supermarché comme tout le monde, acheter pour leurs enfants ce qu'il faut pour la rentrée scolaire. Il y a une question de justice qui passe par la question de la valorisation des minima sociaux et l'accès au travail. Alors ça peut sembler anecdotique, mais ce qui peut sembler futile, ça peut être une arme très efficace pour lutter contre la précarité. On va réécouter Marianne qui puise de la force pour affronter son quotidien en allant, pour une modique somme, se faire faire une beauté dans des écoles de coiffure. Regardez.
sentiment que j'ai là, je suis bien, je vais ressortir bien. Et là, je suis chouchoutée, je suis dorlotée. T'arrives ici, t'as pas le moral, t'es déconfite. Tu ressors, t'es toute pimpante, tu veux plus. Merci, ma foule. Ça va? Ouais, très bien. Merci. Lucia Ieracci, bonsoir. Bonsoir. Vous avez coiffé les stars, les mannequins, énormément de monde pendant 20 ans dans votre salon. Et depuis 2006, vous mettez votre talent au service des femmes les plus vulnérables avec votre association Joséphine pour la beauté. Joséphine, c'était le prénom de votre sœur. La cause des femmes, donc, surtout quand elles sont vulnérables, vous le défendez en fait depuis longtemps, depuis bien plus longtemps que cette année-là où vous avez créé ça. J'ai créé cette association en 2006 et un peu fleur bleue. Contrairement à vous, je n'ai jamais été bénévole pour une raison qui est la mienne. J'ai toujours cherché à aider différemment. Et en 2006, j'étais un peu fleur bleue et je venais des studios de la photo, donc je m'étais dit que je pouvais le faire toute seule. Mais en fait, je perdais beaucoup de temps et donc je voulais créer un endroit pour elles, dédié à elles, parce que je voulais les enlever du monde de l'invisible. Et j'ai fini par trouver les moyens il y a 7 ans. Et ce lieu existe, c'est leur endroit. Voilà, depuis 7 ans, il y a un lieu pour elles. Et effectivement, vous avez fait le constat que beaucoup de femmes sont pauvres. Parmi les pauvres, il y a beaucoup de femmes. Et que vous pouviez les aider en leur redonnant un peu d'estime d'elles-mêmes. Oui, alors il n'y a pas que la pauvreté, il y a aussi toutes les précarités, oui. que ça soit la santé ou que ça soit la violence. Oui, redonner l'estime de soi, les recevoir. Et en fait, comme vous, je ne les appelle pas autrement que nos clientes. Parce que c'est aussi ça l'estime. Il faut arrêter de les stigmatiser en leur collant des étiquettes. Il faut que nous-mêmes, et puis vous savez, tout à l'heure vous disiez, la société n'est pas derrière. Oui, parce que la société n'est pas au courant vraiment. Combien de femmes me posent des questions ? Vous préférez ne pas voir. Hein. Non, je vous assure qu'ils veulent bien écouter aussi. Il faut le faire en tout cas, même s'ils ne veulent pas écouter, il faut le faire. Parce que je suis d'accord avec vous, madame, on ne peut pas tout demander à l'État. Il faut nous investir. Voilà, donc ce salon reçoit les femmes, c'est uniquement pour les femmes, je suis désolée, messieurs. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme service pour ces femmes ? Bien sûr, ça part de la beauté, parce que retrouver son propre regard... sa dignité. C'est retrouver sa dignité, c'est retrouver l'estime de soi, c'est aller de l'avant, c'est... renvoyer du positif à l'autre. Donc il y a la coiffure. On peut se faire coiffer, colorer, couper et maquiller pour 3 €. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres ateliers autour. Il y a le conseil en image. On prête des vêtements pour un entretien ou pour une fête, un anniversaire d'un enfant ou en famille. On leur apprend à s'habiller et puis il y a aussi une aide psychologique avec des magnifiques bénévoles. Nous faisons de la sophrologie parce qu'il faut soigner l'extérieur mais l'intérieur aussi. Et puis là dernièrement on vient de faire un très beau partenariat avec Springboard, une société ce sont des femmes qui vont donner les clés pour comment se retrouver, comment se replacer sur le marché du travail. Comment ces femmes arrivent chez vous ? Par les associations. Comme vous, nous ne leur demandons pas ce qu'elles gagnent, où elles en sont. Je n'ai pas voulu d'assistante sociale dans ce salon, bien sûr à cause de ça, parce que je veux qu'elles posent leur sac lourd et qu'elles deviennent un peu frivoles. Donc elles viennent avec quelqu'un, avec leur référent. Et c'est un contrat que vous leur proposez sur un temps donné ? Un an. On suit une femme pendant 1 an. Alors moi, ce que je veux, c'est qu'au bout d'1 an, s'il n'y a pas réinsertion, parce que c'est très long, vous avez raison, en tous les cas, elles ont déjà relevé la tête. On leur a donné des clés, on les laisse aller toutes seules, mais moi, je veux qu'on leur dise bien, on est là. La porte reste toujours ouverte. Si dans quelques mois, vous vous sentez retomber, surtout, n'allez pas jusqu'au bout, venez nous voir. D'accord. Et vous avez des moments d'échange, on imagine, très forts avec ces femmes ? On est coiffeurs. Alors, on est pendant 1 heure, 30 minutes, tout près du visage, les yeux dans les yeux. Je déteste qu'on dise qu'on est des psys.
pour les pauvres. Ça, je déteste ça. C'est En pas dit, hein. revanche, non, c'est pas vous, mais on le dit souvent. Et mais en vous fait, l'êtes quand même, quelque part. non, la Parce que vérité, les gens non. qui viennent se coiffer chez vous se confient. Oui, mais on n'est On pas part psy. chez le Un coiffeur. psy, non, mais un psy va donner analyser. des clés. Nous, non. Nous, on est une écoute. Voilà, Comment on est On peut faire de l'écoute sans être un psy. exactement. On est l'écoute silencieuse. difficile, On est la parole Nous, on le fait. silencieuse. Et vous voyez les femmes, certaines femmes qui ont vraiment évolué durant cette année? Oh oui. Oui, en une année. Oh oui, vraiment. Il y a des choses qui sont très émouvantes. Ça fait 11 ans que je m'occupe de ça et à chaque fois, j'en ai les larmes aux yeux parce que je sais combien c'est incroyable quand on vous tend la main, quoi, sans rien vous demander. Il y a une femme qui vous a particulièrement marqué dans cette... Dans ces Il y en années. a plein il y en a s'il y en a une qui m'a fait beaucoup rire, j'ai trouvé ça tellement mignon, tellement incroyable. C'est une femme qu'on a habillée pour 3 entretiens de suite avec toujours la même personne. Et la 3e fois, elle a bien sûr décroché son job, mais la 3e fois, la personne, le RH, lui a dit est-ce que vous connaissez vos qualités? Alors, bon, elle répond. Et puis elle dit, mais moi par contre, le RH lui dit, par contre, vous avez un défaut. Alors elle était interloquée, elle s'est dit, mince, j'ai loupé. Il lui dit, non, vous avez un défaut qui est assez joli, mais un défaut quand même, vous êtes très dépensière. Parce que c'est la 3e fois que vous changez de tenue. Et c'était génial parce qu'en fait, on l'a habillée, on l'a coiffée, on l'a maquillée. Et elle arrivait toute pomponnée et c'était extraordinaire. Comme quoi, le regard. Bah, vous Les gens ne savez, vous connaissent pas, il ne sait pas le monsieur vous qui a- savez, le normalement- DRH qui la reçoit. Il a des idées derrière la tête Bien déjà. sûr. Il se dit, dis donc, elle est bien habillée, elle est bien présente coiffée, bien, donc, Mais vous elle a savez, du pognon, quoi. Voilà. C'est ça. Non, c'est Comme quoi, même pas ça. c'est Quand trompeur, on ça. se regarde, quand on se regarde, qu'on se connaît pas, il y a 60% Ouais, de des notre gens. psy qui regardent l'extérieur. Et donc, c'est quelque chose qui va passer positif ou négatif. Si sûr. ça passe pas, c'est fichu. C'est vrai. Claire Hédon, la perte de l'estime de soi, c'est le début de la perte... Il y a de l'humiliation. On mène une recherche sur les indicateurs de pauvreté. Vous savez que dans le monde, on dit que les taux de pauvreté, c'est avec moins d'1,90 $ par jour. Ça dit rien de la pauvreté dans nos pays. Donc, on mène une grande étude avec l'Université d'Oxford et avec des personnes en situation de précarité, parce que c'est elles qui peuvent dire quels sont les indicateurs. Et elles insistent sur cette question de l'humiliation, de la perte de confiance en soi, du regard des autres. Et je trouve que ce que vous faites est formidable et ça me fait penser, notre fondateur, Joseph Brzezinski, qui lui-même était issu de la grande pauvreté, dans un bidonville de Noisy-le-Grand, une des premières choses qu'il a faites, c'est un salon de coiffure. C'est ça. Exactement dans le même manque que vous. Parce que oui, on a besoin de retrouver ça. On limite souvent les personnes en situation de pauvreté à des besoins basiques, c'est-à-dire de la nourriture et un logement. Mais non, il y a besoin de culture, il y a besoin de ce que vous dites, de retrouver confiance en soi. Donc je trouve que c'est assez formidable et oui, ça fait partie des choses indispensables. Absolument. C'est surprenant que ça puisse Vous paraître. savez, chaque femme que l'on finit de coiffer, chaque femme dit, en se regardant, on leur donne un miroir pour regarder ses cheveux. Or, elle ne regarde jamais ses cheveux, elle regarde ses yeux. Ouais, c'est ça. Et elle se dit à elle-même, je ne savais pas que j'étais belle. Bien sûr. C'est incroyable. Incroyable. Yann Tolodé, c'est rassurant de vous voir. Bonsoir. Bonjour. Parce que vous êtes jeune, que vous êtes aussi dans ces initiatives, que, à moins que j'ai mal suivi votre parcours, vous n'avez pas eu de grands drames, de précarité, de pauvreté dans votre vie. Non, on a créé une association Voilà. avec 3 copains pleins de fougue Voilà, qui donc c'est s'appelle la vraiment- Cravate Solidaire. Vraiment de l'engagement. Alors, c'est quoi cette cravate solidaire? Du coup, on l'a créée parce qu'on a connu un peu une ambivalence dans notre vie d'étudiant. Vous étiez en école de commerce? On était en école de commerce. On n'a pas connu de grosses galères, mais on a grandi en banlieue parisienne. Oui. On a étudié dans une école de commerce parce qu'on avait tous le rêve de créer une entreprise. Et on s'est retrouvé un peu dans l'ambivalence de 2 mondes différents. Un monde où on étudie à la Défense, qui est un peu le temple du code, où justement on en parlait de se faire juger en quelques secondes sur son apparence. Bah, là, on est à la carrément Défense, dedans. tous les hommes sont en costume cravate. Hein. Toutes les femmes en tailleur, enfin presque, en tout Oui. cas. Oui, il y a un code, vraiment. Code vestimentaire. L'entreprise, le sens du code, il est omniprésent. Et nous, quand on rentrait chez nous, on était carrément dans d'autres environnements. On avait des amis qui, pour eux, c'était aussi normal d'aller en entretien avec une casquette à l'envers. Ils n'avaient pas forcément autour d'eux des parents ou des amis qui ont les bons conseils de posture.
les bons conseils pour jouer un peu cette comédie qu'est l'entretien d'embauche. D'accord. Et en fait, on a eu l'idée, nous, de créer cette association-là parce qu'on voulait créer une asso qui donne des outils pratiques pour réussir un entretien. Des outils et des moyens, parce qu'il y en a qui ne les ont pas, outils, ces moyens. Mais aussi qui abordent la revalorisation de soi, parce qu'on accueille des personnes qui sont fait un peu massacrer en entretien, qui ont eu des parcours chaotiques, qui ne savent pas en parler. On voulait créer du lien social aussi. On en parlait tout à l'heure des personnes qui sont toutes seules dans leur recherche d'emploi et qui mettent 1 an à se réinsérer, mais aussi c'est souvent parce qu'elles sont seules. Et du coup, on s'est dit on va créer la cravate solidaire en un format de 3 heures, parfois plus. On va aborder tout ce qui est estime de soi. On va faire ça qu'on comprenne bien. Parce que votre idée, c'est effectivement que la BIF n'est pas totalement le moine, mais il y contribue largement. Donc concrètement, d'abord, qui arrive chez vous et comment ? Alors, qui arrive chez nous, il y a deux types de personnes. Il y a celles qui entendent parler de nous. Nous, on va les aider à partir du moment où elles ont un entretien d'embauche. C'est prévu, ça. Elles ont un entretien qui est prévu. Ouais. Et à partir du moment où elles sont dans une optique de recherche d'emploi. C'est important parce qu'on travaille avec des bénévoles qui ont besoin de personnes aussi intéressées par ce qu'on fait. Bien sûr. D'accord. Et deuxièmement, il y a des associations qui accompagnent des gens souvent sortis de la rue dans un parcours d'insertion long, qui vont les envoyer pour qu'on fasse un peu la touche finale, pour qu'on apporte tous les outils pratiques pour réussir l'entretien. D'accord, donc c'est pas que des jeunes étudiants, il y a aussi des gens de 30-40 ans qui cherchent du travail. Nous, on aide à peu près 60% de jeunes de moins de 25 ans. D'accord. Et il y a 90% des personnes qu'on aide, on sait qu'ils gagnent moins de 1 000 euros. D'accord. Alors, module de 3 heures, qu'est-ce qui se passe ? Donc il y a à peu près un quart d'heure, 20 minutes, on va apprendre à les connaître, apprendre à les présenter aux bénévoles sur place. En général, pour aider une personne, nous, on mobilise 2 bénévoles RH qui sont recruteurs et actifs dans des entreprises. On mobilise 2 conseillers en images. Et il y a souvent un photographe qui est là aussi pour finir avec un atelier d'estime de soi. D'accord. Donc pendant 1 heure, on va aborder tout ce qui est tenue. C'est-à-dire qu'on va aider des personnes qui ont besoin d'une tenue précise pour leur entretien. On ne fait pas spécialement l'apologie du costume cravate, loin de là. Vous leur fournissez une tenue adaptée. Une tenue dans laquelle ils vont bien se sentir et dans laquelle ils ont été conseillés et un peu chouchoutés aussi. D'accord. C'est-à-dire qu'on a affaire parfois à des profils qui sont seuls, qui n'ont pas de personnes pour les conseiller. Il y a des entreprises où il y a un dress code quand même à respecter. Des fois, il faut y aller avec cravate, sans cravate, donc ça, etc. vous allez leur fournir ça. Donc on va leur fournir ça. Nous, on donne les tenues. D'ailleurs, on fait souvent des appels aux dons. Allez-y, je vous en prie. S'il y a des personnes qui veulent nous donner des costumes, des tailleurs, des chaussures, Vous n'hésitez pas. Toute la panoplie, n'hésitez pas. La cravate solidaire. La cravate solidaire. Donc ensuite, vous les préparez à l'entretien ? Et ensuite, on les prépare en entretien. Donc ça peut durer 1 heure comme parfois plus. Ça dépend aussi des bénévoles, ça dépend des profils. Et l'idée, ça va être de dédramatiser l'entretien, parce qu'un entretien, je pense que ça fait un peu flipper tout le monde. Quand on a un parcours chaotique, là, c'est parfois une étape de vie. Donc on va être là à le dédramatiser. Pourquoi pas faire une simulation d'entretien blanc, préparer les questions pièges, des fois, il faut les connaître, et c'est bien de s'y préparer, et adapter la bonne posture, et des petits conseils tout bêtes comme... regarder dans les yeux quand on serre la main ou bien se préparer le matin, comment aussi gérer son stress. On vient de mettre en place des ateliers à part aussi pour justement approfondir cette gestion du stress et cette gestion des postures. D'accord. Et en général, on finit l'entretien par une petite photo de CV. Mais c'est pas que ça, c'est aussi une belle photo de portrait. D'accord. Avoir une belle photo de portrait en studio photo, ça fait plaisir à tout le monde, ça revalorise aussi. Ils peuvent l'utiliser et pour leur CV, et s'ils veulent... s'intéresser à une dynamique de réseaux sociaux, ils peuvent l'utiliser aussi. Et vous avez quoi comme retour ? Du coup, on sait que 70% des personnes qu'on aide réussissent leur entretien après. D'accord. Et ceux qui ne le réussissent pas, ils ont bien sûr l'occasion de revenir s'entraîner. Et on en voit beaucoup qui viennent une 2e, une 3e fois se réentraîner pour un entretien. Vous avez quel âge ? 27 ans. C'est merveilleux, ça, quand même, d'entendre à 27 ans un engagement qui est construit, en plus, qui est bien construit, qui n'est pas juste... C'est quand même vieux, non ? C'est quand même vieux. D'accord, écoutez, on en parlera bientôt. Il faut des vieux comme toi, à vrai dire. Non, mais c'est un engagement qui est magnifique. C'est fantastique. Moi, je vois bien, je suis chef d'entreprise, il y a des moments, ça m'arrive de recruter. Je viens de la rue, j'ai créé des sociétés. J'étais très mal au départ, parce que j'écrivais mal, je m'exprimais pas très bien non plus, j'ai dû tout réapprendre. Mais vraiment, j'ai eu un coach. J'ai vraiment eu un coach qui m'a aidé, parce que d'avoir un entretien, c'est vrai que j'ai été de l'autre côté de la barrière. Et aujourd'hui, c'est moi qui reçoit les gens qui cherchent un emploi. Bon, c'est vrai que je suis un patron atypique, sinon je suis assez cool, à vrai dire. Puis tout est au flair chez moi, donc voilà, si je sens bien la personne après 1 heure de discussion,
Si je la sens vraiment bien, je m'engage. Je n'ai pas d'entretien spécifique chez moi. C'est le flair, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que malgré notre jeune âge, on a quand même réussi, nous, à mobiliser... on a quand même réussi à mobiliser plus de 400 bénévoles sur Paris et plus de 900 dans toute la France. Et l'association, en 6 ans, elle s'est créée sur 9 villes en France. C'est important de les dire parce qu'on recherche des bénévoles dans toutes ces villes. Donc on est à Lille, à Caen, à Lyon, au Mans, à Rouen, à Pau, à Dijon et à Clermont-Ferrand. Donc si des personnes veulent faire des dons dans ces villes-là, n'hésitez pas. Et pour nous aider sur du bénévolat RH, de conseil en images ou support pour trier des vêtements, ça nous est toujours utile. On voit quand même que vous avez fait une école de commerce. Hein. Mais c'est bien parce que c'est vrai que moi aussi je récupère des vêtements que c'est souvent les gens avec qui quand je vends des maisons, par exemple, je récupère des frigos, des meubles, et je aussi les chaussures, des habits de femmes, des habits d'hommes, que je redistribue à la Beige, dans une rue où il y a un nombre incalculable d'émigrés, et 2-3 fois par semaine, je fais ça. Je récupère dans des magasins, je ne vais pas citer le nom du magasin, une grande enseigne, de la nourriture également. D'accord. Je vais distribuer le dimanche matin. C'est ça l'idée. La Tente des Glaneurs est installée où? La Tente des Glaneurs est née à Lille. Oui. On est sur une trentaine de villes en France. On est aussi en Espagne et en Belgique. Ce qui est fantastique, c'est que je l'ai montée en franchise. Ça me permet de la développer sur les territoires et d'être sûr que la première tente qu'on a montée à Lille, toutes les autres tentes soient identiques. On fonctionne avec un bénévolat à la carte. Ça, c'est complètement nouveau aussi. Ça évite de scléroser les équipes. Ça permet à n'importe qui de venir. Moi, j'ai quand même une grande famille de collaborateurs bénévoles. Moi, ma plus jeune, elle a 7 ans. Ma plus âgée, elle a 82 ans. Donc ça permet aussi, c'est ça qui est agréable quand je vois la cravate solidaire, on a une relève. On a un pays merveilleux où il y a énormément de gens qui souhaitent donner du temps et qui ont du temps. Il faut simplement qu'on trouve des systèmes pour s'organiser les uns les autres. On a les outils pour ça, il faut y croire et puis il faut oser, ça c'est important. Vos salons, ils sont où? Le salon, il se trouve à Paris, il se trouve à Barbès, Rochechouart, rue de la Charbonnière. Il y en a un à Moulins. Et un autre qui s'ouvre de deuxième semestre 2018 cette année à Clermont-Ferrand. D'accord. Et moi, j'aimerais bien encourager, si je peux me permettre, il y a beaucoup de propriétaires qui ont peur d'héberger les sans-abri. Alors, ils ont des chambres, parce que là, un sans-abri, qu'est-ce qu'il demande? Une chambre de 12 mètres carrés, un lit, un matelas, un lavabo pour se laver, naturellement, une toilette. Et c'est tout. Dans un premier temps, c'est que ça. Il ne faut pas oublier que ces propriétaires-là vont quand même être payés. Hein. C'est souvent, il y a des associations qui les prennent en charge, et donc les loyers sont payés. Et il ne faut pas avoir peur, il faut savoir faire confiance. Il y a beaucoup d'endroits libres qui sont inoccupés. On pourrait loger un nombre incalculable. Moi, j'invite les propriétaires à ne pas avoir peur et à tendre la main, et c'est une très bonne chose à faire en tout cas. Pour finir, juste, est-ce que je voudrais qu'on puisse dire que ce qui est important dans toutes ces initiatives, c'est que de lutter contre la pauvreté, ça permet aussi de lutter contre la transmission de la pauvreté qui se fait de génération en génération? Nous, c'est un peu le sentiment qu'on a d'être avec des familles. On est plutôt avec des familles qui vivent à 40% du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 640 €. Et on a l'impression que ça se renouvelle de génération en génération. Sur le logement, les personnes qui sont au RSA, très souvent, n'ont pas accès au logement social. On leur dit qu'elles sont trop pauvres pour y accéder. Nous, on dit qu'il faut changer de paradigme. Il faut que le loyer soit fixé en fonction des revenus de la personne. Deuxième point, sur la cravate solidaire. D'abord, c'est formidable de voir des jeunes qui se mobilisent et ça montre aussi l'importance du travail. Ces personnes en situation de précarité ont envie de travailler. Pourquoi? Parce que c'est un moyen d'être inséré dans la société. Et donc, permettre cet accès au travail est absolument indispensable. C'est quelque chose sur lequel il faut se battre. Et puis, le dernier point, quand même, parce qu'on a une inquiétude en ce moment dans ce que va annoncer très prochainement, dans le courant du mois d'avril, le gouvernement en termes de lutte contre la pauvreté. Il faut de l'argent. Voilà. On a très peur qu'il n'y ait pas les moyens financiers. Il faut des sous. Et entre autres, en ce moment, il y a une distorsion entre le discours et la réalité. Si je prends l'exemple des missions locales qui ont un rôle très important pour les jeunes dans le retour à l'emploi, et bien en fait, il y a une baisse de leurs aides, il y a une baisse de la garantie jeune, alors que ce qui est annoncé par la ministre, c'est au contraire une augmentation, mais la réalité sur le terrain, c'est pas ça qu'on voit. On espère qu'il y aura Donc, de l'argent pas une distorsion et des entre le intentions. discours et la réalité. Merci beaucoup, tous les 5, d'être venus et bravo pour tout ce que vous faites. Vous pourrez revoir le documentaire Pauvres de nous et notre débat sur le site internet France TV. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 20h50 pour une nouvelle émission du Monde en face. Passez une très bonne fin de soirée sur France 5 avec tout de suite l'émission C'est dans l'air. À la semaine prochaine et bonsoir.